Alors on accueille Claire Clémencin qui est évaluateur pharmacopée à l'Agence du médicament et Denis Belléno qui est expert au groupe de travail de la pharmacopée européenne en charge du cannabis et qui vont donc nous éclairer sur les évolutions à venir concernant le statut dans la pharmacopée européenne du cannabis. Nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Donc, on va essayer de vous éclairer sur justement cette monographie du cannabis qui est en cours à la pharmacopée européenne. Alors, je ne pensais pas revenir sur la définition de ce que c'est la pharmacopée, mais je pense que je vais quand même juste dire un petit mot, parce que la pharmacopée, c'est un ouvrage officiel, réglementaire, qui définit les critères de pureté des matières premières ou des préparations qui entrent dans la fabrication des médicaments. Il y a même parfois leur contenant. Donc, il y a aussi dans cette pharmacopée tout ce qui est méthode d'analyse et de contrôle qui permet d'assurer justement la qualité de ces substances. Donc, l'ensemble de tous ces critères pour assurer le contrôle donc, de ces différentes substances et pour assurer la qualité est regroupé et publié sous forme de ce qu'on appelle de monographie. Enfin, c'est de ça dont nous allons vous parler. Donc, il faut bien savoir que ces textes font autorité pour toutes les substances qui y figurent, à la pharmacopée, et se constituent dans ce qu'on appelle un référentiel opposable. Donc, si une substance, en effet, est inscrite à la pharmacopée, à une monographie, les produits qui sont utilisés en pharmacie, enfin en thérapeutique, doivent s'y conformer. Donc, concernant le cannabis floss, donc l'inflorescence de cannabis, en 2015, les différents pays des autorités nationales de pharmacopée, qui sont assez nombreux, se sont réunis et il y a eu plusieurs pays qui ont demandé que le cannabis soit inscrit au programme de travail de la pharmacopée européenne. Donc il y a eu une enquête publique au niveau de tous les pays signataires de la Convention de la pharmacopée européenne et il y a eu un avis favorable. Donc c'est ainsi que cette monographie est rentrée dans ce projet, il n'y avait même pas de projet à l'époque, cette plante est rentrée dans le programme de travail, puisque évidemment déjà plusieurs pays utilisaient le cannabis en thérapeutique. Donc il y a plusieurs monographies nationales qui étaient en cours, il y a même certaines, dont celle d'Allemagne qui est complètement finalisée, qui avaient déjà leur monographie nationale. Vous savez, au niveau de la réglementation, mais peut-être que Anne le mentionnera après, des médicaments à usage humain, c'est que normalement, quand une substance dans un médicament est inscrite à la pharmacopée européenne, elle doit s'y conformer, mais si elle n'est pas la pharmacopée européenne, elle doit se conformer à celle d'une pharmacopée nationale. Et donc là, on a déjà quand même des référentiels, juste pour vous dire, parce que nous avons appris que l'Allemagne avait donc adopté son projet de monographie de cannabis à la pharmacopée allemande. Donc, normalement, c'est s'il y a des produits qui étaient vendus en France en tant que médicaments, ils devraient se référer à cette monographie. Donc, on a quand même déjà un référentiel. Hein. C'est assez nouveau, mais ça y est. Je vais passer la parole à Denis pour la suite. Oui, bonjour, déjà merci pour votre invitation. Très rapidement, moi je travaille dans un institut technique agricole, ITEPMAI, voilà, et on travaille sur plantes médicinales, plantes à parfum, plantes aromatiques. Et dans ce cadre-là, depuis quelques temps, on travaille aussi avec les producteurs français de chanvre à fibres. Et donc on a un petit peu acquis des connaissances. Et à titre individuel, je participe aux travaux des pharmacopées françaises et européennes depuis une vingtaine d'années sur tout ce qui est définition de la qualité des plantes et les méthodes d'analyse. Alors, le cannabis, on a parlé tout à l'heure un petit peu du nom de l'espèce. C'est pas super simple, ça se discute encore. Donc j'ai repris une définition qui est celle de l'ONU, qui est dans un document de l'UNODC, qui doit dater de 2010 ou 2011, où il est dit que le cannabis est généralement considéré comme une plante monospécifique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule espèce. Son nom, c'est Cannabis sativa L pour l'inné, qu'il a décrit. Et donc, ce document considère qu'il y a plusieurs sous-espèces, la sous-espèce sativa, la sous-espèce indica, et trois autres un peu moins connues, ruderalis, spontanea et Caphris stanca. Classiquement, quand on parle de cannabis, on en distingue deux types, le chanvre à fibres ou chanvre industriel. À titre d'information, il y a 11 000 hectares de culture en France à l'heure actuelle.
Sa principale utilisation, c'est donc de faire des fibres. Ça servait à faire des cordages du temps de la marine à voile, etc. Et aussi à faire le chènevis. Le chènevis, en fait, c'est la graine du chanvre qui sert soit telle quelle pour donner aux petits oiseaux ou pour appâter les poissons, mais aussi à faire une huile qui est l'huile de chènevis. Et à côté de ce chanvre donc, dit industriel, il y a ce qu'on appelle le chanvre à résine, qui lui a des usages soit stupéfiants, soit thérapeutiques, et qui est donc un deuxième type, mais qui est difficile de rattacher à une sous-espèce, une autre sous-espèce. Et donc il y a une grande confusion, il y a un grand manque de précision sur ce qui est utilisé d'un point de vue strictement taxonomie botanique. Les gens qui cultivent dans certaines montagnes du chanvre à résine, se préoccupent pas trop de la botanique en général. Du coup, en fait, c'est juste pour savoir, cannabis et chanvre, c'est synonyme? Oui. Merci. Voilà. Alors, chanvre indien, normalement, c'était justement les chanvres à résine, donc les chanvres stupéfiants. Voilà. Alors que le chanvre textile, les cordes de chanvre, les tissus en chanvre qui grattent un peu quand même, voilà, ça c'était le chanvre. Ok, merci. Alors, je vais vous parler un petit peu de la plante et des différents extraits et techniques d'analyse pour vous montrer un petit peu qu'il y a tout un tas de raisons pour qu'il y ait d'énormes variabilités dans cette plante, dans ces extraits, et que du coup, ça va être vraiment très très important de bien savoir ce dont on parle et comment on en parle. Il faut savoir que dans la plante fraîche, les cannabinoïdes en général sont sous forme acide. Donc là, je vous en ai montré deux, le THC acide et le CBD acide. Et au cours du séchage et un petit peu de la conservation, ces formes acides vont se décarboxyler, c'est-à-dire qu'elles vont perdre leur fonction acide pour donner les formes libres qu'on connaît, le THC et le CBD. Par chauffage, en particulier quand on les brûle dans le cadre d'une cigarette par exemple, la carboxylation est quasi instantanée. Donc si on est face à un plant de cannabis sec, en fonction de la façon dont il aura été traité, on va se trouver avec soit majoritairement des formes acides, soit majoritairement des formes libres. Donc là, c'est encore une chose à bien avoir en tête pour savoir de quoi on parle et avec quoi on fait des expérimentations. Vous dites que la décarboxylation intervient donc il y a par chauffage. Ça veut dire, vous indiquez que c'est quasi instantané. Est-ce que ça veut dire que que quand il n'y a pas de combustion, donc il n'y a pas de décarboxylation, ou elle intervient plus tard, ou parce que c'est vrai que c'est un point aussi qui nous avait un peu interpellés par rapport justement à l'avis du CSST sur le fait que de toute façon on n'autorisera pas le cannabis à visée thérapeutique quand il sera fumé. Donc la décarboxylation, là je vois qu'elle est quasi instantanée, donc ça veut dire que quand il n'y a pas de combustion, ça veut dire Voilà, quand il n'y a pas de combustion, quand le séchage... Alors après, là c'est tout un tas de techniques agricoles. En fonction des techniques de séchage, on va pouvoir faire ou pas un certain taux de transformation des formes acides en forme libre, mais majoritairement, ce n'est pas sous forme libre, c'est sous forme acide. Voilà. Et donc on va voir d'ailleurs dans les projets de monographie qu'on traite, donc c'est de la plante sèche, on traite les formes acides principalement. Voilà. Et c'est pour ça que dans certains pays, par exemple en Hollande, où ils ont un peu avancé aussi sur leur monographie, eux, ils prévoient de l'utiliser soit en tisane, on verra que ce n'est pas forcément super intéressant comme mode d'extraction, soit un procédé un peu spécial où en fait ils ont des espèces de petites plaques chauffantes et on renifle juste ce qui s'évapore. En fait, on fait une décarboxylation, c'est pas la peine de chauffer très fort. En général, 80-90 degrés, ça suffit pour faire cette transformation. Et donc voilà les formes acides, enfin les formes libres que tout le monde connaît. Alors, les méthodes de dosage. Tout à l'heure, on a parlé de la méthode officielle pour le chanvre à fibres. Donc, c'est la méthode officielle en Europe. C'est une méthode par chromatographie en phase gazeuse, ce qui veut dire qu'on va chauffer l'extrait qu'on a réalisé. Et donc, lors du chauffage, on transforme les formes acides en formes libres. Et donc, ce qu'on va doser, c'est le THC total, c'est-à-dire celui qui était déjà libre dans la plante à cause du séchage, et tout celui qui était sous sa forme acide, qui était décarboxylé juste au moment où on l'injecte. C'est vraiment instantané. Donc la méthode officielle actuellement sur le chanvre industriel, c'est une méthode où on considère tout le THC, celui qui est sous forme acide et celui qui est sous forme libre, puisqu'on met tout sous forme libre. Dans les projets de pharmacopée dont vous parlera Claire Clémensin, on va travailler par chromatographie en phase liquide, donc là il n'y a pas de chauffage, et donc on va mesurer les teneurs en THC acide, THC libre, CBD acide, CBD libre, etc. Là on a tout, et on ne les chauffe pas au cours de l'injection.
Donc c'est pour vous montrer que la technique d'analyse peut faire varier aussi la composition de ce qu'on observe. Donc c'est vraiment bien important d'avoir des méthodes bien standardisées et bien définies. La pharmacie n'a pas d'action. Est-ce qu'elle a un effet Alors sur la pharmacie du THC, à ma connaissance, hein, moi je ne suis pas pharmacologue, il n'y a pas beaucoup de publications là-dessus. Par contre, le CBD formacide, il semblerait qu'il a un spectre d'activité alors qui est différent de celui du CBD libre, mais qui a quand même un certain intérêt. Il y a des publications sur des effets, je crois, anti-inflammatoires et antibactériens. Enfin bon, c'est pas ma spécialité, hein, mais voilà, CBDA, on va trouver des publis. CBD, THC acide, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose de publié dans des revues scientifiques, en tout cas, sur une efficacité. Ce qui veut dire, juste pour rebondir sur cette question-là, en fait, les modes d'administration que l'on peut envisager vont conditionner aussi en fait la réalité, la qualité de ce que l'on va administrer, ou ce que l'on va retrouver en fait dans la circulation. Est-ce que ce sera des formes décarboxylées ou pas? Et donc, s'il se pose la question de savoir si entre ces deux formes il y a une différence d'activité, apparemment, probablement oui. Bon, ça vient un peu complexifier, mais en tout cas, c'est important de tenir compte de ça. Ça veut dire qu'on pourra un même extrait de cannabis, une même préparation de cannabis, si elle est infusée, vaporisée ou sous forme d'huile mise sous la langue, ou péros, avalée, je ne sais pas sous quelle autre forme, n'induira pas la même concentration plasmatique en cannabinoïdes. Peut-être. Oui. Et en termes d'effet pharmacologique, probablement derrière. Déjà, d'un point de vue simplement théorique, les formacides sont plus polaires, donc plus solubles dans l'eau, que les formes libres qui le sont beaucoup moins. Donc déjà, il n'y aura pas la même distribution dans les compartiments. L'absorption des formacides est moins bonne, sauf en milieu acide. En milieu aqueux, les formacides sont plus à l'aise, hein. Elles sont polaires. Hein. Voilà. Alors que les formes libres, elles vont pas être très très à l'aise dans les milieux aqueux. Par contre, elles vont facilement traverser les membranes et vont... voilà. Et du coup, la complication supplémentaire, c'est que dans les études qu'on a vues, on n'est pas toujours très à l'aise de savoir exactement quel type de cannabis les patients avaient reçu, quoi. C'est le bazar, hein. Toucher du doigt tout le problème de l'utilisation des plantes et des extraits de plantes dans un cadre thérapeutique, c'est très souvent, les produits ne sont pas bien définis, on ne sait pas sur quoi vraiment les gens ont travaillé. Et après, on a des résultats très variables d'une publi à l'autre, c'est juste que le produit n'est pas le même, quoi. Et lors de la vaporisation, il y a une décarboxylation aussi également, non? Dès qu'on chauffe, oui. Dès qu'on chauffe, parce qu'en fait, le risque de la toxicité, c'est la combustion, tandis que la vaporisation aurait un moindre risque de toxicité. Enfin, ce que disent les patients, d'où le fait de passer d'une forme fumée, style joint, à une forme e-cigarette, qui est plutôt vaporisée, c'est ce que disent les patients. Ils préconisent plutôt une forme vaporisée, qui serait une forme non toxique en fait. Enfin, non. Mais si justement, si, c'est puisqu'elle est chauffé. Avec donc c'est moins chauffé. C'est chauffé, parce mais que a priori on n'a le pas point les de produits combustion là. les Moi j'ai un goudrons, patient qui m'avait dit c'est 238 degrés le point de combustion de. Et alors ils peuvent régler leur cupule en fait juste en dessous. C'est un patient qui m'a dit ça. Donc ils connaissent bien, ils savent bien les niveaux de combustion ou d'obtention de vaporisation et donc de toxicité quoi. Non, mais c'est pas la peine de chauffer tant si vous voulez le transformer. Hein. C'est ça. Oui. Mais quand on fait de la combustion, de fait, on chauffe tant. Enfin, voilà. Mais je pense que c'est la différence entre la combustion dans une cigarette où on n'est pas loin de la température de minéralisation des produits, c'est ça. Et puis là, juste un simple chauffage tel que ce qui est décrit par les Hollandais, où on fait juste chauffer. Alors, j'ai pas la température exacte, mais à mon avis, on ne doit pas être beaucoup au-dessus de 100 degrés, quoi. Ouais. Voilà, c'est pas un entraînement à la vapeur comme quand on fait une distillation, c'est juste un chauffage à sec qui suffit à transformer et à rendre volatiles les formes libres. Et je pense que les différences de danger potentiel, c'est que dans la cigarette, comme on fait une combustion, une vraie combustion, c'est pas tellement le THC lui-même qui va être embêtant, c'est tous les produits type goudron ou autres associés à la forme cigarette, quoi. Apparemment aussi, ce que vous avez dit, c'est qu'il y avait une partie quand même qui était justement par la combustion, une partie du THC qui était détruite aussi. Donc quelque part, je dis ça. Je crois. Non, je ne crois pas avoir dit ça. Mais... Je crois avoir vu ça. Si vous chauffez trop, c'est sûr. Non, j'ai vu ça. Si vous chauffez à 400 degrés. Si, je suis sûre d'avoir vu ça.
Non, c'est moi qui... Bon, d'accord. Là Bon, la question n'est pas retenue. Ça va. On vous laisse continuer. Là, je vous montrais justement, alors c'est dans un des projets qu'on a fait circuler dans les groupes de travail européens, deux variétés déjà présentes sur le marché hollandais. Une très riche en CBD acide, puisque c'est de la chromatographie liquide, et l'autre très riche en THC acide. Donc il existe déjà des variétés, en tout cas sur le marché hollandais et puis en général des pays germanophones, qui ont déjà des variétés donc orientées soit CBD, CBDA, ou THC, THCA. Voilà. Hop. Là, c'est pour vous montrer un petit peu aussi toute la complexité des variabilités qu'il peut y avoir dans une plante de cannabis. Donc ça, c'est des repris de publications de l'équipe de Châtenay-Malabry, là, qui date d'il y a quelques années. En haut à gauche, le petit tableau, on vous compare les teneurs en CBD et en THC, et on voit qu'elles varient en fonction du stade de récolte de la plante, d'un facteur 8 à 10 en gros. C'est-à-dire qu'au tout début, il y en a très très peu, et au maximum, il peut y en avoir plus de 10 fois plus que ce qu'il y avait au départ. Donc les conditions culturales, c'est-à-dire à quel moment je récolte ma plante, vont influer beaucoup sur la teneur en CBD et en THC. Évidemment, ça va dépendre. Et puis même, le schéma d'en bas, là, ça vous montre dans une variété donnée, suivant la hauteur à laquelle vous récoltez, vous allez avoir aussi des teneurs en CBD, en THC qui sont différentes. Donc tous ces paramètres vont jouer sur le produit que vous allez obtenir. La date, et puis comment vous récoltez. Et après, comment vous séchez. C'est un métier. Ce qui veut dire qu'il faut maîtriser parfaitement la culture pour avoir des qualités constantes. Hein, on a des experts. Si on donne des... Mais c'est un peu notre métier à nous, à l'ITEP Maille, en fait. Est-ce qu'il est possible d'avoir l'assurance qu'on a atteint une concentration optimale si on respecte de façon claire les règles de culture? Est-ce que c'est ou est-ce que c'est complètement arbitraire et que on a la surprise tantôt d'avoir un taux élevé, tantôt avoir un taux bas, un peu comme lorsqu'on fabrique du vin, on a quelquefois des qualités différentes. Non, on n'a pas, par rapport au vin, on n'a pas les étapes de fermentation qui influent pas mal sur la qualité du produit final. Là, on a des grandes lignes directrices. On sait qu'il va falloir récolter à tel stade, ce qu'on appelle un stade phénologique, et on sait que sur telle variété, on va avoir une teneur, je dis n'importe quoi comme chiffre, par exemple, qui va varier entre 2 et 2,5%. Mais après, on a les effets année, parce qu'on est en culture extérieure, les aléas climatiques peuvent faire varier d'une année à l'autre, même pour une même variété, les teneurs. Et c'est pour ça que nos amis canadiens font toute leur culture en milieu complètement indoor, donc des conditions complètement contrôlées. Déjà, ça permet de produire toute l'année, et d'autre part, ils n'ont pas de fluctuations. Donc là, on est vraiment rentré dans une production complètement standardisée. En fait, c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est que la plante varie beaucoup. Enfin, déjà, on a vu la méthode d'analyse peut donner des résultats différents. La plante elle-même varie beaucoup, et donc il va falloir savoir exactement ce qu'on veut mettre sur le marché comme type de produit. Hop. Là, par exemple, c'est sur un extrait. Alors, c'est pas un extrait industriel, c'est un extrait analytique pour vous montrer toute la diversité des produits qu'on a. C'est de la chromatographie en phase gazeuse. Donc, à droite, vous avez les cannabinoïdes sous leur forme libre. Là, c'est une variété à CBD, mais vous voyez qu'il y a encore un petit peu des traces de THC. Juste avant, vous avez les trucs un peu lourds, donc les alcools, les acides gras. Voilà. Comme dans toutes les plantes. Et puis au début, vous avez tout ce qui va constituer l'arôme, parce que ce qu'on peut trouver sur les sites internet, celui-là, il a un meilleur arôme que celui-là, machin, etc. Enfin, voilà. Donc, on peut aller jusqu'à analyser la composition aromatique de différents extraits ou de différentes variétés. Et là, on a encore beaucoup de variations. Il est cassé le truc. Ah non, il est pas cassé. Oups, pardon. Là, j'ai listé assez rapidement les différents types d'extraits qui peuvent exister. Alors, il en existe sûrement d'autres. Hein. Il y a d'abord l'huile de chanvre. Voilà, ça, c'est l'huile grasse. Donc, c'est une huile avec des acides gras dedans, qui est obtenue par pressage des graines. Les graines, ce qu'on appelle le chène-vie. Donc, voilà, ça, c'est un produit qui, a priori, n'a aucune propriété stupéfiante ni thérapeutique, enfin, pas plus que les autres huiles grasses. Après, il y a ce qu'on appelle plutôt l'huile de cannabis. Là, c'est un produit qui a une consistance plus ou moins huileuse, et qui peut avoir en fait différents modes d'extraction. Alors, soit ça peut s'extraire avec de l'huile d'olive par exemple, hein, je vais retrouver une recette là dans un livre, soit en fait l'huile d'olive est simplement un véhicule qui sert à diluer un extrait qu'on a fait avec un autre solvant. Et dans les solvants, ce qu'on peut trouver
Alors c'est un extrait qui s'appelle le BHO. Là, c'est une extraction au butane. Donc le butane qui est mis sous pression pour être liquide. On le fait passer dans des installations, ça ne doit pas trop se faire dans une cuisine normalement, un peu sécurisée quand même. Et puis on évapore le gaz et on récupère un produit de consistance un peu huileuse qui va être riche suivant les variétés en THC ou en CBD. Pareil pour le RSO, le DHO, etc. On trouve aussi sur le marché des produits qui sont extraits au CO2 supercritique. Donc le CO2 supercritique, c'est une technique qui est plus très utilisée. Enfin, ça fait 40 ans que c'est la méthode d'avenir pour faire des extraits. Donc ça commence à se tasser. Mais pour des produits vendus très cher, ça reste encore un produit intéressant. Le CO2 supercritique, c'est un solvant apolaire, donc qui est effectivement bien désigné pour extraire ces cannabinoïdes qui sont des composés apolaires. Et dans certains cas, on trouve des revendications d'huile de cannabis atteignant jusqu'à 60% de THC. Et le dernier produit, alors c'est pas vraiment un extrait, ça se range plutôt d'après les définitions de la pharmacopée européenne dans les ex-SUDA, c'est la résine de cannabis. Donc ça, c'est produit par les inflorescences femelles et c'est récolté de différentes façons et ça demande de la main-d'œuvre. Voilà. Alors, stabilité des extraits, parce que c'est aussi une question, c'est pas le tout d'avoir son extrait, mais il faut voir comment il peut se conserver. Là, c'est une publication qui compare, alors bon, c'est complètement illisible, donc il va falloir me croire, mais le tableau de gauche, c'est une extraction de type tisane, et à droite, c'est avec un solvant, donc pour obtenir un produit type huile. Dans l'huile, pour les différents cannabinoïdes qui sont pris, c'est donc à chaque fois un cannabinoïde libre et puis sa forme acide, les teneurs sont 2 à 3 fois supérieures dans l'huile par rapport à la forme tisane. Donc la forme tisane, ce n'est pas une forme très efficace pour extraire ces produits-là. Au niveau de la stabilité, donc une étude dont je pourrais vous donner les coordonnées, ça a été testé à conservation à 4 degrés. Donc au bout de 3 jours, il ne reste plus que 65% des cannabinoïdes qu'il y avait initialement à T0. Dans les mêmes conditions à 4 degrés, sur une huile, au bout de 14 jours, on trouve encore 85% des cannabinoïdes. Donc la forme huile est une forme aussi qui conserve mieux, qui respecte mieux la composition en cannabinoïdes. Et ça pour vous montrer qu'il y a aussi des problèmes de stabilité qu'il va falloir bien contrôler. Et puis là un petit exemple trouvé sur internet d'une société américaine qui fait, d'après sa publication, un extrait au CO2 et qui après va avoir éliminé le CO2, reprend ça par de l'huile de tournesol et qui obtient donc différentes spécialités avec chacune des propriétés différentes, bon, il n'y a pas de flèche, et qui sont obtenues à partir de différentes variétés. Et en fonction de la variété, donc ils disent que c'est plutôt un THC, c'est plutôt un CBD, et que ça a plutôt tel intérêt, machin, etc. Donc voilà tout un marketing qui est fait autour de ça. Ce sont des produits qui existent donc sur le marché canadien et certainement sur Internet. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors là, oui, c'était pour vous faire un petit panorama de ce qu'on pouvait retrouver et pour vous montrer la variabilité de la qualité de la plante. Bon, nous, à la pharmacopée européenne, on s'attache pour l'instant à la plante, vraiment à la plante médicinale, à la drogue végétale, comme on dit. Donc, moi, je vous ai juste mis là pour vous montrer ce qu'on fait au niveau de la plante, au niveau de monographie générale d'une plante à la pharmacopée. Elles sont toujours présentées de cette façon. Il y a toujours une définition avec le nom scientifique, le genre, l'espèce, la sous-espèce ou la variété s'il y a lieu. Bon, évidemment, ici, ce sera Cannabis sativa. Et puis aussi, pour reprendre ce que M. Belno disait, on met aussi quelquefois la période aussi de production, de récolte. Voilà, la période de récolte en fonction, parce que surtout pour les inflorescences, en fonction de, il y a un peu de fleurs, pas de fleurs, le moment de la florescence, c'est très important. Donc là, a priori, si on n'était pas parti pour la mettre dans la monographie, mais bon, on va voir. Et puis, dans cette définition, il y a aussi tout ce qui est teneur, puisque la plupart, maintenant, il y a toujours des dosages pratiquement pour les monographies de plantes à la pharmacopée. Et donc là, on indique les teneurs en composés actifs ou en traceurs analytiques. Bon, évidemment, là, on n'a pas de souci. Dans le cas du cannabis, c'est des substances actives. Donc ce sera les différents cannabinoïdes qui seront mentionnés. Mais dans d'autres plantes, ça peut être que des traceurs analytiques, puisque quelquefois, on n'a pas le composé qui permet l'activité,
supporte l'activité de la plante. On ne le connaît pas, donc on fait un traceur analytique, puisque dans une plante, on a énormément de composés. Le cannabis en est un exemple, puisqu'on a quand même des dizaines de cannabinoïdes. Après, on a une identification qui est évidemment botanique, tout d'abord, avec microscopique, macroscopie. Évidemment, dans le cas du cannabis, ça ne devrait pas trop poser de problème, parce qu'elle est assez spécifique. C'est en cours en ce moment. Et puis, il y a aussi une identification qui peut être analytique. Alors, la plupart du temps, à la pharmacopée, on fait une chromatographie sur couche mince, haute performance. Je vous montrerai un exemple après. Et on voit bien qu'avec les différentes variétés, on a quand même des profils chromatographiques sur couche mince, qui sont très différents. Après, il y a différents essais généraux. Les éléments étrangers, normalement c'est 2%, la teneur en eau, perte à la liquéfaction de cendre totale, une analyse aussi par chromatographie sur couche mince pour recherche de falsification. Mais dans le cas de cannabis, je pense qu'on n'en aura pas besoin, qu'il n'y a pas de falsification connue. Et puis tout ce qui est teneur en contaminants, que ce soit pesticides ou métaux lourds. Le plus important, ce qui nous demande beaucoup de temps en ce moment à la pharmacopée, c'est la mise au point de ce fameux dosage des substances actives, avec une méthode, on est plutôt parti sur la méthode HPLC pour le dosage des différents cannabinoïdes, et on est plutôt parti sur, en effet, la méthode allemande. Donc je vous rappelle juste que, je vais revenir après sur les méthodes, mais la pharmacopée, l'intérêt d'une monographie, c'est ça qui est important. C'est que la monographie permettra de décrire les cannabis utilisés en thérapeutique. C'est ce qui nous interpelle, nous. Les autres cannabis qui sont utilisés dans d'autres domaines, ce n'est pas du ressort de la pharmacopée. Et on va pouvoir établir des normes sur les teneurs en substances actives. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc la plante aura ainsi un référentiel permettant de contrôler la qualité, d'éviter les falsifications, de limiter, de doser des teneurs en substances actives de façon harmonisée, ce qui permettra de garantir une qualité pour la fabrication de médicaments ou de préparation à visée thérapeutique de la plante dans tous les pays qui vont l'autoriser. Donc ça permet d'avoir vraiment un contrôle de qualité harmonisé entre les différents pays. Donc les débuts des travaux a commencé en fin 2016, donc vous voyez ça fait déjà 2 ans passés. Et il y a 2 pays qui sont très impliqués, l'Allemagne et les Pays-Bas, qui ont déjà des projets dans leur pharmacopée nationale, et dont surtout l'Allemagne, qui a déjà un projet publié à la pharmacopée allemande. Donc c'est vraiment sur celui-là qu'on se base, puisque la monographie, la méthode de dosage reprend la chromatographie liquide de cette pharmacopée. Donc comme a dit M. Delbelno, il y a énormément de variétés de cannabis sur le marché, qui ont des teneurs très différentes en cannabinoïdes. Et ceci nécessite de cibler donc les cannabis que nous, on va vouloir décrire pour des cannabis à visée thérapeutique. Donc riches en THC, THCA, comme M. Belno l'a dit, ou CBD, CBDA. Parce que, en effet, ce sont les catégories qui sont quand même les plus présentes. Sachant que finalement, on a repris ce qui a été fait dans la pharmacopée allemande, et ce qu'on a aussi au niveau des résultats analytiques, c'est qu'on a classé en 3 grandes catégories en fonction des teneurs en THC, THC et CBDA, CBD, les substances les plus actives. Donc sachant que M. Belno vous a dit qu'en effet que c'était les formes décarboxylées qui semblent quand même être les plus actives, et voilà. Et c'est celles qui sont quand même souvent moins présentes, puisque la forme acide est quelquefois 8 à 10 fois plus importante en proportion. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait 3 classes pour l'instant, avec des teneurs en THC très importantes, et CBD c'est de l'ordre de 1%. Un peu moins. Alors, j'ai mis THC, CBD pour simplifier, mais c'est la somme des formes acides et décarboxylées. J'ai pas, voilà. La classe 2 et la classe 3. Alors, classe 2, c'est à peu près une proportion 5 à 15%, je crois, pour vous donner à peu près. Mais on n'a pas encore affiné, en effet, les pourcentages. On attend des données complémentaires. Et puisque ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'identification par chromatographie sur couche mince, on voit bien. On a mis 3 références, 3 étalons de référence, et on voit bien qu'on a, en fonction, là vous avez différentes variétés de cannabis, avec quand même des profils, même chromatographie sur couche mince, qui sont quand même très variables. Donc voilà.
Et la forme, la classe 3, là, CBD supérieur à THC, il y en a beaucoup. Alors les le proportions, CBD, c'est quoi? quand il est le THC, c'est très peu, c'est de l'ordre de 1%. Par contre, le CBD, je crois qu'il monte à 12 ou 15%, il me semble. Bon, j'ai les chiffres, hein, je les avais notés quelque part, donc ça, je peux exactement vous les donner si je les retrouve. Je les avais notés pour justement. Et en effet, il y a quand même des traits, vraiment sur la classe 1 et classe 3, il y a vraiment une très grande différence entre les teneurs en THC et CBD. Mais de 1 à 15, je crois que la classe 1, le THC peut arriver jusqu'à 25%. Donc c'est énorme par rapport au CBD qui est à 1%. Pardon. Oui, si je peux rajouter quelque chose. En fait, il y a eu 2 pressions de sélection sur le cannabis. Une pression de sélection, c'était tout ce qui était cannabis à chanvre. Donc, comme il y avait des limites sur la teneur en THC, les gens ont contre-sélectionné là-dessus. Donc, on va trouver des variétés de chanvre avec des teneurs très très basses en THC. Et parmi celles-ci, il y en a dans lesquelles il y a du CBD, il y en a dans lesquelles il n'y en a quasiment pas. Ça dépend des types. Et puis, après, il y a toute une autre sélection qui a été faite de façon plus ou moins légale pour avoir des teneurs très élevées en THC, sachant qu'il y a une espèce de concours européen des variétés de chanvre. Et je crois que les variétés les plus riches, elles tournent à peu près à 25 ou 30% de THC dans les inflorescences. Ce que disent les patients, c'est que effectivement, qui cultivent, hein, ils arrivent à sélectionner des formes avec des riches en THC jusqu'à 20%. C'est très difficile d'obtenir des plantes ou des plants ou des graines très riches en CBD et qu'on obtient. C'est très rare qu'il y a des gens qui en sélectionnent, mais qui sont difficilement accessibles. Donc sur le marché, ça coûte plus cher. Et que celles qui sont riches en CBD le sont généralement autour de 15, rarement plus de 15%. Quoi. Enfin, c'était la notion que j'avais. Donc ça correspond bien à ça. Je confirme ce que vous dites. J'ai les chiffres exactement sur les lots qu'on a analysés au niveau de la pharmacopée européenne. En fait, la classe 1, on est à entre 12 et 25% THC, 1% pour le CBD. Quand c'est équivalent, on est pour les deux entre 5 et 15. Et la classe 3, on est à THC 1% et on monte CBD 5-15%. Voilà, on ne dépasse pas 15% a priori, donc pour confirmer. Mais c'est pour ça que je ne l'avais pas mis, parce que ce n'est pas encore officiel. On tourne à peu près entre ces... Voilà, mais on attend des compléments d'analyse. À ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment, depuis, sauf très récemment, de pression de sélection pour des teneurs élevées en CBD. Voilà, donc ceux qui contiennent déjà du CBD, c'est parce que il y a eu d'autres sélections qui ont été faites sur d'autres critères, et parmi ceux-ci, on en a qui sont en CBD. Par contre, je pense que les Californiens et les Canadiens travaillent pour avoir, eux, des variétés maintenant très élevées en CBD. Voilà. C'est juste en fait un problème de sélection, donc il faut un petit peu de temps pour y arriver, mais il y a probablement le potentiel pour avoir des variétés de cannabis aussi riches en CBD qu'il y en a actuellement en THC. Une petite question. Vous avez analysé ou vous allez analyser combien de variétés ? Il y a une trentaine de variétés qui ont été répertoriées, je crois, déjà au niveau de la pharmacopée, je crois. Mais il y en a plus, je crois. Il y en a beaucoup plus en vrai. Mais je crois qu'on en a pas répertorié une trentaine, c'est ça ? Combien ont été analysés exactement ? Je n'ai plus le souvenir. En fait, pour les données qui vont être utilisées par la pharmacopée européenne, là, on ne sait pas, parce que tout simplement, bien que participant aux travaux de la pharmacopée, comme il faut refaire à chaque fois des demandes d'autorisation pour avoir les échantillons, qu'on ne sait pas à 3 mois d'intervalle combien d'échantillons on pourrait avoir pour participer, faire les analyses nous-mêmes, on fait que suivre un petit peu les résultats techniques, quoi. C'est un problème réglementaire. Voilà. Les données là, qui ont été données par Mme Clémensin, c'est issu des travaux qui ont déjà été faits dans leurs propres groupes nationaux de pharmacopée par les Allemands et par les Hollandais. Donc j'imagine qu'il doit bien y avoir dans chaque pays une dizaine de variétés qui ont été testées. Après, c'est difficile d'avoir toute la variabilité qui existe. Ça dépend un petit peu du marché, quoi. Si le marché s'étend, il y aura peut-être plus de variétés. Enfin, là, la monographie, elle essaye d'arriver rapidement, d'être rapidement disponible pour que les gens puissent tester les variétés. Après, s'il y a d'autres variétés qui apparaissent avec des teneurs plus élevées, des choses comme ça, il faut qu'elles puissent être prises par la monographie sans que tous les 15 jours, on soit obligé de refaire une adaptation de la monographie. C'est un peu la difficulté sur les monographies à base de plantes. Il faut que ça représente ce qui existe et ce que ça représente aussi ce qui risque d'exister dans un temps pas trop lointain. Alors, pour
pour conclure, parce que bon, on a donné un petit coup d'accélérateur la semaine dernière dans le groupe où on était, parce que je fais aussi partie du groupe de travail de la pharmacopée européenne sur les plantes avec Monsieur Belnaud, pour savoir un petit peu les délais. Et il y a encore des travaux à finaliser, que ce soit la définition des différentes catégories de cannabis, les identifications, même par CCM haute performance, qu'il faut finaliser, les essais, parce qu'on en parle un peu moins, parce que c'était un peu moins la priorité par rapport au dosage, mais il y a quand même, faut quand même que la plante, elle donne des résultats acceptables en tout ce qui est éléments étrangers, perte à la dessiccation, cendre totale, tout ce qui est aussi métaux lourds, etc. Donc on a aussi ça à affiner. Et puis, il faut voir si, justement, tous les échantillons qui ont été répertoriés peuvent répondre aux méthodes retenues, enfin, peuvent être analysés et sont dans les normes. Et puis, il y a des substances de référence aussi à établir. Parce que pour faire des dosages au niveau avec une CLHP, il faut des substances de référence. La question se pose de faire un extrait, justement, de cannabis qui regroupe toutes les substances de référence ou faire des substances de référence pour chaque composé. Si on en dose, c'est parti sur 8 a priori, Si on en dose 8, ça commence à faire assez cher. Donc, il faut vraiment qu'on affine tout ça. Donc, aussi les choix des composés à analyser, les validations des méthodes, voilà. Donc, on espère une finalisation du projet pour enquête publique cette année. Donc, je vous rappelle, les délais, c'est l'enquête publique, ça va être 5 mois d'enquête publique, enfin 3 mois d'enquête publique. Nous, après, les autorités nationales, on a 2 mois pour envoyer nos commentaires, qui va être fait au niveau européen, où les différents producteurs, personnes qui travaillent sur le cannabis vont pouvoir répondre. Et en fonction de ça, après, on revoit la monographie et on la publie, ou quelquefois on revient dessus parce qu'il y a des soucis. Donc, ça va être toute cette période qui va être un petit peu cruciale. À la fin 2019, enquête publique, on espère, mais après, il y a 3 mois d'enquête publique, après, il faut qu'elle soit adoptée par le groupe dans 1 an, et après, elle est mise en application dès qu'elle est adoptée par la Commission européenne de pharmacopée. Il ne faut pas attendre une monographie avant 2020, plutôt 2021. Ah, carrément. Mais je vous rappelle, je l'ai déjà dit, que cette monographie, elle est quand même très basée sur la monographie nationale de la DAB, on appelle ça la pharmacopée allemande, et que pour l'instant, c'est elle qui fait référentiel. C'est elle, si on avait par exemple des produits en France à base de la plante, ils devraient se référer à la pharmacopée allemande, qui en grande ligne ressemble à celle que nous sommes en train d'élaborer. La monographie allemande est opposable en France. C'est-à-dire, oui, d'après la directive, enfin Anne, je pense le truc, d'après la directive des médicaments à usage humain, quand il n'y a pas de monographie à la pharmacopée européenne, on doit se référer à une monographie nationale. Et donc la seule alors a priori il y a une vieille monographie qui existe en Pays-Bas, et il y en a une nouvelle qui vient d'arriver au Danemark. Donc je suis intervenue la semaine dernière en groupe de travail, je me suis permis, parce que je leur ai dit, normalement quand on a un projet européen, enfin nous en français, ce qu'on fait, on stoppe les travaux en France parce qu'on fait un projet européen. Là, j'ai l'impression que, comme les gens vous dites, trouvent qu'on est un petit peu long, c'est vrai qu'on est long quand même, c'est assez long, et bien du coup, ils ont tous publié leur monographie ou en enquête publique. Bon, c'est les Allemands qui ont un peu devancé tout le monde, mais du coup, ça nous met un peu dans une situation un peu délicate, parce que heureusement qu'on a repris en gros la monographie allemande, mais malgré tout, il va y avoir quand même des petits écarts avec celle qui sera sûrement publiée à la pharmacopée européenne. Georges Brousse. Je ne sais pas si j'ai bien compris, je me pose une question. Comment peut-on établir une monographie alors que ça change sans arrêt, qu'il y a des tas de producteurs qui produisent différentes formes de cannabis, des nouvelles formes de plantes arrivent? C'est-à-dire comment on peut établir une monographie stable? On ne peut pas attendre la monographie puisqu'en fait elle va changer de fait de par l'évolution de la production, de la sélection des plants. Ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'est que M. Belnaud a parlé de l'extraction tout à l'heure notamment. Est-ce que là, vous analysez les plantes? Est-ce qu'il est prévu aussi d'analyser des méthodes d'extraction qui soient les plus productrices
de résultats. En l'occurrence, quel type d'extraction? Parce qu'en fait, les patients, je vois là sur les forums des patients, ils parlent déjà de méthode d'extraction, de e-liquide, ils sont déjà là-dedans. Et quelle est la méthode d'extraction la plus fiable? Avec quel type de liquide sera le plus efficace? Et là, y a-t-il des monographies d'e-liquide? Si, Ouais, je laisse répondre. Déjà, je vais répondre à la deuxième partie. Là. Il y a 2 autres projets à la pharmacopée européenne, un sur un extrait sec et un sur un extrait mou, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière réellement. Ensuite, a priori, ce n'est pas le rôle de la pharmacopée européenne de dire comment on fait des extraits. Elle décrit juste, ça serait plutôt dans les bonnes pratiques de fabrication ou la partie, une ancienne partie de la pharmacopée, là, donc le formulaire national où on vous dit qu'il faut préparer telle ou telle façon, mais je ne pense pas qu'on arrive là. Donc voilà. Après, comment est-ce qu'on fait pour avoir une monographie alors que le produit peut évoluer? Déjà, le point de départ, c'est d'avoir des méthodes d'analyse fiables, stables et standardisées. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir analyser ce qu'il y a sur le marché. Parce qu'en règle générale, on fait un petit peu avancer les deux en même temps. Mais la priorité quand même, c'est d'avoir des bonnes méthodes de référence qui nous permettront de comparer ce qu'il y a. Après, s'il faut dire qu'il y a une 4e catégorie de cannabis, ce ne sera pas un souci particulier, quoi. Mais il faut déjà avoir des bonnes méthodes. Et justement, je vais revenir sur les méthodes de dosage. Là, toutes les discussions actuellement, c'est sur des coefficients de réponse entre les différents constituants qu'on va doser, machin, etc. Ça pose, en tout cas en France, une difficulté, c'est que ça va être de toute façon des extraits de cannabis, et donc ça va être pour l'instant sous la réglementation produits stupéfiants. Donc pour faire les analyses, il va falloir à chaque fois redemander une autorisation échantillon par échantillon. Donc voilà, est-ce que ça va changer? Est-ce que ça ne va pas changer? Enfin, c'est une vraie difficulté. C'est aussi une difficulté pour participer, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, concrètement à ces travaux. C'est qu'il faudrait demander à chaque fois une autorisation, ne serait-ce que pour participer aux essais interlabos, puisque quand on fait une monographie, justement pour valider une méthode, on fait des interlabos. En général, il y a entre 5 et 10 échantillons qui tournent sur 4 ou 5 pays européens, quoi. Donc si on veut être présent, il y a ça qu'il va falloir lever comme difficulté. Sachant juste par rapport à ça, c'est vrai que c'est l'agence qui délivre les autorisations par rapport justement à l'autorisation soit des échantillons analysés, soit des étalons de référence. Donc c'est vrai qu'il y a des choses aussi peut-être à échanger avec nous directement sur ce point-là particulier, parce que c'est vrai que les choses peuvent être quand même accélérées, simplifiées. Yvon Rakowski. Alors juste pour revenir, c'est que le problème que vous avez soulevé, on le retrouve en fait avec toutes les plantes. C'est le grand souci qu'on a avec les élaborations de monographies de plantes. C'est que voilà, il y a des variétés, il y a des teneurs différentes, ça évolue. Après, il y a des producteurs qui arrivent par exemple des pays de l'Est qui n'ont pas les mêmes conditions climatiques, donc on se retrouve avec des teneurs un peu différentes en substances actives. Ça nous a voilà. Donc voilà, comme a dit Monsieur Belnaud, on essaye de faire déjà un projet et après en effet. Une fois qu'on aura finalisé toutes les techniques analytiques, on pourra contrôler les 30 variétés qui sont sur le marché, à visée peut-être thérapeutique, pour voir si elles cadrent et si ça rentre. S'il faut faire en effet une 4e catégorie, on le fera, quoi. Ça, c'est sûr. Et pour les extraits, en fait, c'est venu assez vite, en fait, cette demande. Pareil, ça a été une demande pour ajout au programme de travail, parce qu'on se rend bien compte du fait de la variabilité de cette drogue végétale, qu'en fait, le mieux, ce serait quand même faire des extraits. Comme il y a dans le Sativex, je ne sais plus, Delphine en a parlé tout à l'heure, en effet, on a des extraits qui sont enrichis en cannabidiol, enrichis en THC. Bon, alors après, c'est vrai que dans la monographie extrait, les monographies extraits, il y a quand même une petite rubrique production. Ça ne détaille pas en détail la technique d'extraction, mais qui dit quel solvant utiliser, si c'est du CO2 supercritique, si c'est un extrait aqueux, si c'est un extrait hydroalcoolique, avec tel pourcentage d'alcool ou de méthanol, etc. C'est quand même mentionné dans les monographies, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Après, il faudra que ça cadre avec tout ce qu'il y a comme méthodes analytiques qui seront décrites dans les extraits. Voilà. L'extrait mou, je précise que ce n'est pas de la résine. Hein. C'est un extrait mou qui ressemblera plutôt, je pense, dans celui qui sont ou dans le Sativex aussi, qui est utilisé dans le Sativex. Et voilà. On n'en sait pas plus parce qu'on n'a même pas commencé à travailler sur les extraits de la pharmacopée européenne. On finit de travailler sur la plante, qui déjà... voilà. Yvon Rakowski. Oui, j'avais deux questions. Votre sentiment par rapport aux pays qui ont déjà passé le cap, la Suisse, le Canada, sur leur process, parce qu'ils sont partis, ils ont eu d'avoir une réflexion proche de celle que vous avez là. Et la deuxième chose, c'est un peu politique, l'Europe, comme dirait le grand Charles.
est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une réflexion sur le fait qu'il y a des documents qui ont été établis par des pays européens dont je ne doute pas du sérieux, connaissant nos collègues danois et allemands, et est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait un consensus pour utiliser dès à présent ou rapidement les monographies qui ont été produites par ces pays qui sont dans l'Europe et dont le caractère sérieux ne fait pas de doute, et puis ensuite qu'il y a un travail commun de l'ensemble des pays, mais qu'on n'attende pas. Enfin, je pense que ça participe de l'Europe bashing, ça. C'est-à-dire qu'on se reporte, on se remet dans des calendriers de 2-3 ans, beaucoup de travaux, c'est-à-dire partir d'un document qui, en attendant, est le plus consensuel possible, et puis ce qui permet de ne pas freiner la démarche, et puis après de produire, de faire évoluer ce document de façon collégiale. Des idées un peu farfelues, mais je crois que ça fait partie un peu des problèmes qu'on connaît en Europe aujourd'hui. Il n'y a rien de farfelu, puisque je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, la monographie allemande, alors je pense en effet qu'on a été un petit peu long au niveau de l'Europe, donc la monographie allemande est déjà publiée à la DAB, j'ai vu 2018, là, donc on peut déjà s'y référer. Donc si jamais là on décide que ça... On décide d'une utilisation thérapeutique et des modalités d'administration, enfin vous le décidez, de toute façon, il y aura un référentiel. C'est celui... sans attendre celui de la pharmacopée européenne, parce qu'en effet, on ne peut pas... C'est les monographies. Nous, on a encore beaucoup de drogues végétales qui sont à la pharmacopée française et qui ne sont pas encore à l'Europe. C'est en cours en ce moment. On essaye de faire passer au maximum les monographies pharmacopée françaises. N'empêche que les pays européens qui ont ces spécialités à base de ces drogues végétales, des trucs comme la piloselle, la bardane, le grindelia, enfin pour des plantes qui vous disent sûrement rien, mais bon, qui sont utilisées dans certaines spécialités, elles sont des référentiels, ce sont la pharmacopée française. Donc on peut tout à fait agir de la même façon avec la pharmacopée allemande. Si, il y a déjà un référentiel, mais il est un peu moins précis sur les catégories, voilà. Il y a des choses, c'est pour ça que le travail est un peu long, parce que déjà, depuis que les Allemands ont commencé à travailler, il y a eu des évolutions, et quand tous les pays s'y mettent, c'est toujours beaucoup plus long, quoi. Oui, mais justement, ce serait une période intermédiaire où on dit, voilà, il y a un consensus européen entre tous les pays dans votre groupe, pour dire, pour le moment, on choisit ensemble d'en choisir une, et puis on travaille sur le reste, on fait évoluer le texte. Enfin, qui est décideur de ça? Parce qu'au niveau de la France, j'imagine qu'on peut décider que, pour le moment, on peut avancer avec ce document allemand, mais c'est mieux si, au niveau du groupe, il y a un consensus européen pour dire, on choisit tous ça et on travaille tous ensemble là-dessus. Enfin, c'est juste peut-être pour ma culture personnelle, mais... C'est-à-dire, vous dites, on aurait pu tout de suite adopter la monographie de la pharmacopée allemande à l'Europe, en fait, en attendant... Oui. Oui, ça c'est vrai que ça peut être une solution, mais c'est pas de notre sort, c'est pas nous qui sommes décisionnaires de ça, même si, je vous dis, cette monographie est un référentiel opposable maintenant qu'elle est publiée à la DAB. Mais vous pourriez proposer cette solution si vous la jugez pertinente. Mais c'est déjà ce qui se passe. Ils nous répondent. Il n'y a toujours pas de référentiel à l'Europe, mais là, pour l'instant, le référentiel, c'est celui de la pharmacopée allemande. Donc voilà. C'est comme ça, je crois que c'est la directive médicaments à usage humain. Donc on peut donc tout ça à permettrait fait, en France d'avancer sans attendre les travaux. Tout à fait. Je pense que cette monographie, alors je ne sais pas si elle est traduite en anglais, la DAB est traduite en anglais, je pense que... Le problème, c'est toujours pareil, c'est des monographies qui sont en allemand, mais je crois que c'est traduit aussi en anglais. En tout cas, c'est pas bloquant pour lancer une expérimentation en France. Voilà. Donc ça, déjà, finalement, c'est la meilleure nouvelle. D'accord, ok. Est-ce qu'il reste une question, une dernière? Ou pas? On a fait le tour. Bon. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et cette présentation. Merci de vous être rendu disponible très rapidement aussi.